Bonsoir tout le monde. Donc, moi je m'appelle Guérin Thérieux. Donc, je suis le fondateur d'une application de rencontre un peu originale qui s'appelle Heaven. Donc, c'est une application de rencontre à destination des célibataires chrétiens, au sens très large du terme. C'est un peu le Tinder des chrétiens, on va dire. Sans le mauvais côté Tinder, mais je vais y revenir. Et du coup, donc cette application-là, elle est particulière, elle s'adresse aux chrétiens au sens large, c'est-à-dire aussi bien aux catholiques, aux protestants, aux orthodoxes, mais aussi aux personnes de culture chrétienne tout simplement. Donc des personnes qui partagent les valeurs chrétiennes, qui croient au mariage, qui veulent se marier, voilà, qui croient à la fidélité, à la monogamie, voilà. Des valeurs qui existent encore. Voilà. Et donc du coup, cette idée un peu originale, elle nous est venue avec un de mes amis d'enfance qui s'appelle Pierre. Donc en fait, c'est il y a à peu près 6 ans et demi. Donc on discute de technologie, on n'est pas du tout dans ce milieu-là. Moi, je suis ingénieur du son chez RCF, à Lorient, dans le Morbihan. Voilà, lui, il est en études de médecine, toujours aucun rapport. Et du coup, on parle un peu tech, parce qu'on aime les applis, voilà, on est un peu geek. Et du coup, donc on discute et on se dit... on a les réseaux sociaux qui commencent à apparaître, Facebook, ça commence à cartonner. Il y a plein de chrétiens qui s'inscrivent. Et on se rend compte que c'est un peu... on se dit, tiens, il y a des gens, là, j'aimerais bien les rencontrer, mais un peu bizarre de rajouter des gens que je ne connais pas. C'est un peu bizarrement perçu. Donc c'est pas adapté à la rencontre, les réseaux sociaux. C'est pas fait pour ça. Du coup, on regarde un peu ce qui existe. Donc on voit les sites de rencontres chrétiens. Donc il y a Théotokos, que certains doivent connaître, qui sont un peu datés, qui sont payants. Il y a pas d'appli. Ça fonctionne un peu comme Mythique pour ceux qui connaissent, de façon un peu traditionnelle. Et on a à côté les applications de type Tinder, Bumble, pour ceux qui connaissent. Donc des applications modernes qui fonctionnent avec un algorithme, qui sont totalement gratuites et qui sont assez fun à utiliser. Mais pour le coup, nous, on ne s'y retrouve pas. Parce que, au niveau il suffit de regarder les communications à la base de ces applications-là, c'est très rencontre éphémère, c'est très voilà, kiffer la vie. Sur les publicités, quand vous regardez, vous voyez une nana qui danse toute seule, voilà, en mode on comprend que le message, c'est pas du sérieux, quoi. Et du coup, on se dit, c'est quand même trop bête, on a l'impression qu'il manque un truc. Et un jour, en soirée, j'entends une de mes amies qui dit, ah, c'est trop bête, il n'y a pas de Tinder Cato. Et je dis, attends, un Tinder Cato, c'est à la fois absurde, et à la fois, mais attends, mais c'est une idée de génie, en fait. Donc, et on se dit, on parle un peu à Pierre, et on se dit, mais est-ce qu'une appli comme ça, si ça existait, est-ce qu'on s'inscrirait, nous, en tant que célibataires? À l'époque, on avait la trentaine, quoi. Et du coup, on se dit, mais ouais, carrément, en fait, je pense qu'on testera. Et donc, on a commencé à en parler autour de nous, et les gens nous disent, ouais, si, ouais, je pense que je testerai si ça existait, ça. Donc, on se dit, allez, on va peut-être regarder s'il n'y a pas moyen de faire ça. Et oui, genre, j'ai pas précisé quelque chose d'important. On a regardé les autres religions aussi. Qu'est-ce que font les musulmans? Qu'est-ce que font les juifs? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont en avance, mais stratosphérique, par rapport aux chrétiens. Hallucinant. Chez les musulmans, on a regardé, il y a bien un Tinder musulman. Ça existe. C'est une Meuse. Et donc, ça fonctionne comme Tinder. Vous avez aussi les rencontres, pour les juifs. Et c'est pareil, il y a un Tinder juif qui s'appelle J-Swipe. Voilà. Et ces applications-là, elles cartonnent. Et c'est pas une blague. Quand vous matchez, il y a le truc qui commence avec le verre, qu'on casse. Vous matchez, il y a une petite animation qui se dit. Ils ont vraiment mis tous les codes à fond, et ça cartonne. C'est des applications pour des millions d'utilisateurs qui sont ultra rentables. Donc en plus, d'un point de vue business, ça marche. Donc on voit ça, et on se dit, bon, bah, nous, on ne vient pas du tout de ce milieu-là, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire ça? Et à cette époque-là, moi, je n'ai pas du tout ce côté entrepreneur. Je suis dans ma radio, voilà, à faire mes enregistrements d'émissions. Et Pierre, lui, il a découvert un truc sur Internet qui s'appelle The Family. The Family, c'est un énorme incubateur à l'époque, et c'est complètement effondré depuis, qui a été lancé par notamment un gars que vous avez peut-être vu sur les réseaux, qui s'appelle Oussama Hamar, The Best. À l'époque, il n'a pas du tout l'image qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un gars qui est hyper motivant pour tous les entrepreneurs français. Et moi, j'ai été, honnêtement, Pierre m'a montré, mon associé m'a montré ça, et il m'a complètement embarqué, ce gars. Et je me suis dit, incroyable, la façon dont il explique ça, moi j'ai envie d'avoir cette vie, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai du mal à lui cracher dessus aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait manifestement détourné des fonds, qu'il ait raconté des mythos hallucinants. Mais il m'a donné le goût à l'entrepreneuriat, et c'est le cas de toute une génération d'entrepreneurs.
Et du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est possible, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Et bien, on va commencer à travailler sur des maquettes. Donc, on s'est mis ça en tête, et on est devenu avec Pierre, et je pense que c'est comme ça qu'on réussit une boîte, je pense que Romain sera d'accord. En fait, on est devenu complètement persuadé que ça pouvait marcher, avec une espèce d'obsession pour réussir à faire ce truc. C'est ça qui permet la résilience, c'est le fait d'être complètement obsessionnel par le truc qu'on est en train de faire, pour jamais lâcher, malgré le temps qui passe, malgré les épreuves. Donc avec Pierre, donc lui, alors moi j'avais déjà lâché mon boulot et j'avais envie de faire ça à temps plein. Lui, il était encore en études de médecine. Donc moi, je travaillais en journée, tout seul chez moi au début. Et le soir, on se retrouvait, voilà, on faisait du Skype, voilà, et on n'était pas dans les mêmes villes, on travaillait sur des maquettes, on travaillait sur des idées, on échangeait, on a fait une espèce de cahier des charges qu'on a refait plusieurs fois. Au début, on faisait des maquettes sur PowerPoint, donc vraiment le délire, pas du tout adapté. Mais au fur et à mesure, on commence à avoir un truc de plus en plus quali. On se dit, bon, on ne veut pas faire un Tinder, en fait, il ne faut pas que ce soit un Tinder, il faut que ce soit un truc plus adapté aux chrétiens qu'un Tinder. Et donc on va partir sur quelque chose, une application de slow dating avec 3 profils par jour. On va pas faire le swipe avec je te prends, je te jette, avec ce mouvement-là qui est absolument terrible. Donc nous, on n'a pas retenu ces idées-là pour avoir justement un système de rencontre qui parle aux personnes qui veulent du sérieux, qui veulent se marier. Et donc, tous les soirs, quasiment, on fait ça, à distance, sur Skype, comme des autistes. Et, et du coup, pendant les vacances, alors lui, c'est assez incroyable parce que lui, il bossait, donc il avait des vacances, et toutes les vacances qu'il avait, il les a consacrées à ça. C'est-à-dire qu'on se retrouvait chez l'un ou chez l'autre, on achetait des gâteaux, des chips, et on travaillait toute la journée enfermé voilà, sur ce truc-là. Et au bout d'un moment, on a fini par découvrir un logiciel. Alors je vous donne, si vous, un jour, vous voulez lancer une application mobile ou faire un site internet très quali, il y a un truc qui marche super bien qui s'appelle Figma, qui est en partie gratuit, c'est pour faire des interfaces graphiques. Ça, c'est vraiment un espèce de game changer pour nous. On est passé de PowerPoint à Figma. Et là, on a commencé à se dire, ça devient sérieux. Parce que l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on est capable de refaire Tinder? Aussi bien que Tinder. Donc, je prends l'application Tinder, je fais une capture d'écran, et je vais sur Figma, et je me dis, je vais essayer de refaire un truc avec les ongles, les petits machins, les pixels, les trucs. Et en fait, en une demi-heure, je ne suis pas un génie, hein, on peut refaire exactement Tinder. Voilà. Et en plus, vous pouvez faire des prototypes, vous appuyez sur un bouton, ça vous emmène sur notre page. Donc déjà, sans avoir une seule ligne de code, vous avez déjà votre prototype, vous vous baladez dans l'application, le truc est hyper réaliste. Donc, absolument parfait. Donc ça, on arrive à le faire. On arrive jusque-là, on a un cahier des charges béton, on a trouvé le nom, Heaven, donc parfait pour les chrétiens, le paradis, ça leur parle. Et du coup, là, on arrive au premier mur, c'est-à-dire le mur, le développement. On s'est rendu compte qu'on pouvait à peu près apprendre tout sur Internet. Ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que tout est dispo sur Internet, c'est gratuit. On regarde les articles, on regarde YouTube, on se forme tout seul et on peut devenir entrepreneur. Donc, on a appris énormément grâce à Internet. Le truc qui a bloqué, c'était évidemment la partie développement, qui est tellement complexe, surtout pour faire une appli. C'est pas un WordPress, c'est beaucoup plus complexe, c'est un algorithme, donc un peu complexe. Et là, on regarde un peu, on se dit, bon, bah, on va démarcher des freelances, des agences. On regarde comment ça réagit, quels tarifs ils peuvent nous fournir. Et là, on se disait, ouais, ça va être quelques dizaines de milliers, ça va passer. Et en fait, c'était entre 100 000 et 200 000 boules. Donc, le truc impossible, et même nous, on se dit, on pourrait peut-être emprunter, on y croyait tellement, on va peut-être essayer d'emprunter. Mais c'était un sacré pari de se dire, on va emprunter chacun 50 000, on ne sait pas si on pourra rembourser. On n'était pas sûr d'être prêt à ça. En fait, pourquoi c'est si cher? C'est parce qu'en fait, il y a 3 briques. Il y a l'appli, ensuite il y a le serveur avec l'algorithme, et ensuite il y a le panneau d'administration. À chaque fois, c'est des technologies différentes qui doivent pouvoir parler entre elles, etc. Donc ça nécessite beaucoup de moyens et de temps. Et donc là, on s'est dit, bon, bah, est-ce que c'est la fin de Heaven, après 1 an et demi, avec une appli qui était quand même déjà cool, qu'on avait déjà montré à des amis qui avaient testé. Je ne sais pas si vous connaissez ce système-là, mais quand on fait tester un produit à des gens, c'est ce qu'il faut faire très vite quand le produit arrive. Vous regardez comment ils réagissent, vous leur donnez le produit, et vous les regardez, vous ne devez pas parler. Et vous regardez, vous vous rendez compte que le gars, il est incapable de passer à la page d'après, et vous êtes là, mais comment c'est possible? Le bouton, il est là. Bref, donc du coup, c'est un peu des prises de conscience que quand tu es dans ta bulle à faire ton truc, tu te trompes complètement. Il faut absolument faire tester son produit à tous les gens qu'on peut. Ne surtout pas garder secret le projet qu'on a. Ne pas avoir peur de se faire piquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur pour ça. Et que, en fait, la question, c'est pas du tout l'idée, c'est l'exécution. Voilà, c'est
truc classique qu'on répète beaucoup, et c'est carrément vrai. Donc en fait, on arrive à ce stade-là, et on se dit comment on va faire, est-ce que c'est terminé? Et là, je me dis, bon, allez, dernier espoir, on va essayer de peut-être démarcher des gens, peut-être des amis ou des amis d'amis qui pourraient être éventuellement intéressés pour développer, qu'ils auraient des compétences. Alors déjà, des développeurs d'applications mobiles qui sont vraiment compétents, c'est assez rare. Ils sont payés ultra cher. Et les freelances, ils gagnent quasiment 10 000 euros par mois, quoi. Enfin, les experts, c'est vraiment hallucinant. Bon, on a quand même essayé. J'ai trouvé, en cherchant sur LinkedIn, un gars avec qui j'avais quelques amis communs et que j'ai réussi à convaincre de me rencontrer. Et du coup, on lui a montré le prototype. Il a trouvé ça cool et voilà, il a un peu réfléchi. Il a réfléchi 2 jours. En fait, il a regardé sur Internet, en gros, s'il y avait des concurrents. Il a essayé de se renseigner sur moi, si j'étais la bonne personne. Il se trouve que j'organisais des soirées, donc le gars est bien implanté dans le milieu, donc il sait exactement comment parler au marché. Et il a accepté 2 jours après. Et alors là, ça a été sans doute le petit coup de pouce. Moi, je vois que ça comme vraiment la providence qui nous a aidés. Et du coup, il a rejoint l'équipe, il a commencé à coder. À cette époque-là, moi, je l'avais vu une fois. Et en fait, ce gars-là, qui s'appelle Guillaume, c'est vraiment le geek de l'extrême, c'est-à-dire qu'il ne sort jamais de chez lui, il fait que travailler, il voit personne. Et mon associé l'a vu une fois au mariage de mon associé. Il faut vous dire ça, c'est-à-dire que le gars, c'est 100% télétravail à Rennes, moi tout le monde est à Bordeaux, et il a tout fait comme ça, il a commencé à envoyer des versions, on a testé, etc. On a fait tester d'abord nous 3, puis après on a mis 12 amis dedans, ils ont commencé à tester l'application vraiment bêta. Il y a eu donc les premiers matchs, il y a eu un couple qui s'est formé, ça c'était assez drôle, un couple dès le départ, de gens que moi je connaissais mais qui ne se connaissaient pas, qui se sont mariés ensuite. Et puis après, on a élargi à 300 amis, donc j'ai eu tous mes amis célibataires, j'ai harcelé tous mes potes, jusqu'à ce qu'ils acceptent de le tester. Et du coup, ça a commencé à se matcher, ça a commencé à marcher, on débuguait. Et en parallèle de ça, on récoltait un maximum d'adresses email. Ça, c'est la grosse clé, c'est récupérer tous les contacts qu'on peut pour le marché potentiel de notre projet. Donc comment on a fait ça? On a référencé 1000 groupes chrétiens sur Facebook, tous les groupes qui parlaient du christianisme, des groupes protestants, évangéliques, orthodoxes, catholiques, aussi les groupes d'Aristo, tous les trucs où ça pouvait toucher ce milieu-là. Et j'ai codé, alors j'ai des petites bases de code parce que j'ai fait, avant d'être ingénieur du son, j'ai fait un UT informatique, donc j'ai codé un petit robot, un petit script, qui postait automatiquement. Donc en fait, ce petit robot postait sur 50 groupes Facebook par jour. Donc tous les jours je le lançais, et il faisait toujours le même message. Parfois je me suis fait bannir, hein, évidemment, mais parce que je poussais un peu trop le truc. Mais voilà, donc on a eu 50 groupes à chaque fois. Le message c'était, on lance une application pour les rencontres pour les célibataires chrétiens. On a besoin de testeurs, est-ce que vous pouvez nous aider? Laissez-nous votre mail. Et donc ça renvoyait vers la landing page, donc le site internet hyper simplifié, vous pouvez juste mettre leur mail en disant ça va sortir bientôt. Comme ça on a eu 3000 adresses email. Donc c'est quand même énorme. Et en parallèle de ça, pendant le Covid, on a lancé un groupe Facebook qui s'appelle Little Célib, qui est un groupe de discussion entre célibataires chrétiens. Le but, c'était pas la rencontre, même si on a eu un peu, c'était vraiment de discuter, de s'échanger des bons plans, des bouquins, des conférences pour les célibataires chrétiens. Notamment ceux qui étaient le plus en souffrance pendant le Covid, où vraiment on pouvait rencontrer personne au supermarché, c'était un peu compliqué, quoi. Du coup, on crée ce groupe, il marche tout de suite très vite. On arrive à, je crois, 3000 personnes assez rapidement. Et on explique ce qu'on est en train de faire, que l'application va sortir. Donc les gens commencent à se dire « Ah, il se passe quelque chose, ça m'intéresse, je suis en attente ». Donc on crée un peu une attente. Jusqu'à un moment où on se dit « Ok, là, le produit est suffisamment testé, on pense que c'est bon, il y aura forcément des bugs, mais on pense qu'on peut le mettre dispo à tout le monde ». Évidemment, là, c'est stressant parce que les gens, ils sont impitoyables. C'est-à-dire que si ce n'est pas vos amis, ils vont vous descendre sur les réseaux sociaux, peut-être sur Twitter ou autre, ou sur les stores. Et dans ces cas-là, c'est un peu le saut dans le vide. Donc c'est un peu stressant, on a eu du mal à se lancer. Jusqu'au jour où on a dit aux gens, voilà, on lance l'application, c'est maintenant, et tout le monde s'inscrit d'un coup. Et c'était essentiel. Pourquoi? Parce que c'est une application sociale. Donc on n'est pas juste sur un truc vitrine, les gens ont des interactions entre eux. Donc si vous n'avez pas grand monde au début, les gens vont dire c'est pour moi. Ils en parlent à leurs potes, c'est un milieu où tout le monde se connaît, et là, vous avez enterré votre projet. Donc en gros, vous avez bossé pendant 2 ans et demi sur un truc,
qui derrière s'effondre tout de suite. Donc grosse pression. Et donc on envoie le mail aux 3000 personnes, on fait l'annonce sur le groupe de 3000 personnes. Et là, tout de suite, ça s'inscrit. Et on dit aux gens, parlez-en autour de vous. Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Donc là, tout de suite, on a des milliers de personnes qui s'inscrivent. Les médias chrétiens donc, sont intéressés parce que c'est un peu un ovni qui débarque. Donc on a des articles, on a des interviews. Et donc très vite, on a suffisamment de membres en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, pour que ce soit intéressant et pour que les gens soient satisfaits du produit. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on a lancé l'application, Pierre, mon associé, a eu le courage d'arrêter, parce qu'il avait commencé à travailler comme médecin, oncogénéticien, donc la génétique, comme ça, il est spécialiste en plus, il a eu bien sa vie. Il a eu le courage d'arrêter totalement de bosser pour se mettre en plein sur la veine parce qu'il y croyait, parce qu'il voyait qu'après, on allait réussir à la sortir. Et donc, il est passé à 0 € de salaire direct. Et voilà, et du coup, on s'est installé à Bordeaux, on a trouvé des bureaux, et on a commencé à recruter avec alors, le modèle économique, j'en ai pas encore parlé. L'application fonctionne avec des dons uniquement. Donc, les gens sont invités à donner. Et il se trouve que les gens sont assez généreux. Alors on a mis une petite carotte, c'est-à-dire que quand les gens donnent, ils ont 3 profils en plus. Voilà, c'est 3 par jour. Si on fait un don, on a 3 profils en plus. Et du coup, avec ces dons-là, qui sont même si ce n'est pas des dons récurrents, on a réussi à avoir un modèle économique qui tourne et on a commencé à embaucher des gens. Et là, donc on est 6 chez Even, plus 2 freelances. Voilà. Et donc là, on attaque une période particulière parce qu'on fait notre première levée de fonds. On n'a pas encore levé, pourtant on existe depuis 3 ans et demi. En fait, on a pensé qu'on y arriverait tout seul. On s'est dit, on n'a pas besoin de lever, si on peut ne pas lever, c'est l'idéal, on est libre, voilà, personne ne peut nous mettre la pression sur rien. Sauf que on s'est rendu compte qu'en fait, pour passer à l'échelle, il faut absolument lever. En fait, dans ce genre de business, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, on a fait quasi 0 com payante, c'est que du bouche à oreille, c'est que les médias en fait. Donc en fait, on n'a pas du tout payé en marketing. Ce qui fait qu'on a quand même pu grossir de façon naturelle. Mais en fait, la courbe de croissance, elle est comme ça, elle est trop tranquille, il faut que ça aille plus vite. Sinon, il y a quelqu'un à un moment donné qui va mettre le budget et qui va prendre la place et qui va devenir le leader mondial de la culture chrétienne. Et ça, on peut pas le laisser faire si on croit en nous. Donc là, on lève 1 million d'euros. Donc c'est la première levée, c'est une grosse levée parce que ça fait longtemps qu'on existe déjà et qu'on commence à avoir des vrais chiffres. Intéressant. Et voilà, donc on est à ce stade-là. On commence à. Alors, un truc intéressant sur la levée de fonds, c'est que en fait, on s'est inspiré de gens de confiance qu'on connaît, qui on a beaucoup parlé, qui nous ont dit faites appel à vos utilisateurs. Vous avez la chance d'avoir une base d'utilisateurs énorme. Si chacun, ceux qui sont intéressés, investissent, le million, vous pouvez presque le faire juste avec vos utilisateurs. Vous n'avez même pas besoin de démarcher des business angels, etc. Moi, je ne savais pas trop. Du coup, Nicolas de Gens de Confiance m'a dit envoie un sondage à tous tes utilisateurs et regarde ce qu'ils veulent mettre, si ça les intéresse. Et en 2 mois, on est à 700 000 euros. Alors, c'est des intentions. C'est des intentions, donc forcément, ça va pas être autant. Ça va peut-être être même divisé par 2. Mais ça montre que les gens sont vraiment intéressés. Donc le ticket minimum, c'est 520 euros. Et il y en a même 2 qui veulent mettre 5 000, alors il faut qu'on les convainque maintenant. Donc c'est des utilisateurs qui sont des traders, qui sont en fait en même temps business angels. En fait, il y a tellement de monde sur l'appli qu'on a tous les profils. On a des chrétiens, il y en a qui ont plus ou moins d'argent. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait presque faire la levée de fonds en entier. Alors, on va aussi, on parle aussi des business angels, je pense qu'elle va être mixte, cette levée de fonds, elle va être un peu les deux. Mais on néglige parfois la force de la communauté. Et je pense que la communauté, c'est vraiment un truc important pour tous les projets qui touchent un public particulier. Alors ça peut être des chrétiens, des patriotes, en tout cas fédérer beaucoup de gens qui croient, derrière qui peuvent devenir les investisseurs, et derrière lancer un projet entrepreneurial. Voilà. Donc ça, c'est un des slogans que Pierre a trouvé, les mariages aujourd'hui sont l'église de demain. Donc il y a un vrai sujet sur l'église, voilà. Évidemment, sans croyants, plus d'église. Donc les mariages, c'est central. Et il y a tout un sujet sur la démographie aussi. Donc voilà, 3 mystères permettre le plus grand nombre de mariages chrétiens, faire rayonner les valeurs chrétiennes. Donc on veut aussi que les valeurs chrétiennes, comme la fidélité, l'engagement dans le mariage, rayonnent bien au-delà des chrétiens. On veut toucher tout le monde en fait. Donc il y a aussi une mission de ramener les gens à se dire ok, le mariage, c'est la meilleure idée, c'est le meilleur cadre pour élever des enfants. Voilà. Donc, redonner ce goût du mariage à des gens qui ont peut-être un peu oublié. Et aussi devenir le leader mondial de la rencontre chrétienne. Ça c'est plutôt pour les investisseurs, pour le côté business.
Donc je passe assez rapidement. Donc en gros, voilà. En fait, je vais surtout vous montrer un peu comment on peut faire un deck. Parce que nous, on a vraiment travaillé longtemps dessus. Ça fait des mois qu'on est dessus. Donc je pense que j'ai quelques petits tips que je peux vous transmettre. Donc là, voilà, une des premières slides, c'est vraiment le problème. Donc là, la solitude. Je parle des gens qui se sentent seuls, voilà, qui veulent rencontrer quelqu'un, qui souffrent de cette situation. Ensuite, ça c'est vraiment pour les investisseurs. Donc c'est ce qu'on appelle la TAM, donc la taille, le Total Addressable Market, donc le marché adressable. Pour nous, on a à peu près calculé ça. On a à peu près 700 millions de célibataires chrétiens de plus de 18 ans dans le monde. Et en fait, ça représente un marché de 2,3 milliards. Donc on a fait ça par continent, donc l'Europe, l'Afrique, etc. Et donc on a mis des chiffres en dollars. En gros, c'est la limite qu'on peut atteindre. C'est-à-dire si on est vraiment absolument le maximum, ce serait ça. Alors évidemment, on aura un pourcentage, une fraction de ça, mais c'est pour montrer que les gens sont prêts en fait à payer pour ce type de service. Et pour ça, en fait, on a trouvé des statistiques sur Internet qui te disent, en gros, le marché du dating dans tel pays, c'est ça, dans tel continent, c'est ça. En gros, combien dépensent les gens en dating dans tel ou tel continent. Et après, on a fait une fraction de ça qui nous donne les chrétiens. Donc là, on montre que, en gros, les gens se rencontrent de plus en plus en ligne. C'est hallucinant. Alors ça, c'est des statistiques aux États-Unis, donc c'est pas encore ce niveau-là en France, mais on va s'en approcher. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pouvez voir ça, 55% en 2020 des rencontres se sont faites en ligne pour les couples. C'est hallucinant. Mais les bars, les sorties, les amis, le travail, c'est largement en dessous. Donc ça devient le premier moyen de rencontre. Donc ça, c'est le fameux marché total adressable. Donc en 2023, il est de 2,3 milliards et les études ont montré que ça va monter et ce sera 4 milliards en 2030. Donc là, je présente l'application, voilà, j'explique que c'est une application qui propose 3 profils par jour, ouverte à voilà, toutes ces branches du christianisme, avec un algorithme éthique. Ensuite, là, je montre quelques chiffres importants. Donc ça existe depuis 3 ans, on est dans 4 pays, et on a dépassé les 100 000 téléchargements. C'est quand même un sacré chiffre, qu'avec du bouche à oreille. Donc on ne faut pas négliger la force de la communauté. Quand le produit est bon, bah, les gens en parlent en fait. Et ça, c'est le meilleur moyen. Si les gens disent que c'est cool à leurs potes, bah, c'est gagné. Donc là, voilà les médias qui ont parlé de nous, je passe vite. Donc ça, c'est des chiffres un peu sur les insights un peu de ce qui se passe. Donc les MAU, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Monthly Active Users, donc c'est les utilisateurs mensuels actifs. Donc ça veut dire qu'ils se connectent au moins une fois par mois. Donc on est à 15 000 une fois par mois, et une fois par jour, c'est 7 000. Et donc la rétention, ça veut dire, est-ce que les gens sont toujours là au bout de 30 jours? Nous, on est à 29% de personnes qui sont encore là au bout de 30 jours, ce qui est un très bon chiffre dans le domaine du dating. Donc les gens sont assez accros, sans doute parce que c'est la seule application sur ce créneau-là. On a des gens qui nous ont dit, j'ai jamais testé aucune appli, ou alors j'ai testé et en fait je n'utilise plus que M. Parce qu'ils se disent, on est entre personnes qui veulent la même chose, je ne vais pas tomber sur des charros qui ne cherchent pas la même chose que moi, quoi. Sauf que, voilà, il y en a toujours, on les bannit systématiquement. Et spoiler, c'est que des gars. Je n'ai jamais vu une seule fille proposer une relation éphémère à un gars, c'est que des gars subtilement qui vont faire ça. Et on a tout type de personnes, y compris celles qu'on soupçonnerait le moins. Il y a des noms. Il y a une liste. Ouais. Donc là, pourquoi les gens restent sur l'appli? C'est pour montrer qu'il y a une habitude qui se crée, que c'est important quand même que les gens reviennent régulièrement sur l'appli. Donc on a 3 profils par jour, voilà, des notifications qui sont régulières. Voilà. Ensuite, alors ça c'est combien on a gagné depuis 3 ans et demi. Donc c'est quand même assez hallucinant comme chiffre. 300 000 € de dons en 3 ans et demi. Hallucinant. Et c'est ça qui permet à une boîte de tourner. Voilà. Alors un jour on mettra ce qu'on va appeler un soutien mensuel qui serait une sorte d'abonnement pour avoir des paiements plus récurrents. Donc on va pouvoir augmenter encore notre chiffre d'affaires. Alors ça c'est le business model. Donc jusqu'à maintenant des dons et des partenariats. Donc on fait quelques partenariats en coaching mais ça ne nous rapporte quasiment rien. On a fait quelques événements. Donc vraiment on s'est rendu compte qu'il fallait se focus sur l'application, sur le cœur de métier. C'est ça qui nous rapporte vraiment de l'argent. Donc on privilégie l'appli. Et donc ensuite, on va proposer un modèle freemium avec un abonnement, donc on appellera soutien mensuel. Il y aura des achats in-app, des choses comme ça, un peu de publicité peut-être. Je pense pas tout de suite parce qu'il faut qu'on soit très nombreux pour que ce soit intéressant. Sinon, la pub, ça va juste pourrir l'expérience d'utilisateur pour rien. Ça sert à rien. Donc la pub, vraiment le plus tard possible. Ensuite, voilà, c'est le truc un peu classique.
En fait, dans ces cas-là, sur une stat comme ça, il faut mettre toute la concurrence. Vous mettez chaque critère, les trucs, les points forts, les points faibles de chacun. Et, comme par magie, nous, on coche tout. Voilà. Donc, on est les meilleurs. C'est comme ça qu'on peut convaincre des investisseurs. Donc, voilà, nous, on a pensé à tous les écueils des autres applications et on les règle. Comment on fait pour se faire connaître? Alors, donc l'acquisition, donc des ads sur Facebook, Instagram, alors on n'a pas encore fait parce qu'on n'a pas d'argent pour l'instant pour le faire, mais avec la levée de fonds, on va en faire énormément. On va mettre des milliers d'euros par jour, voire des dizaines de milliers d'euros, je pense, dans certains pays. Ensuite, les influenceurs, alors ça c'est un truc qui marche très bien. Les influenceurs chrétiens, on aura une large part de notre budget marketing qui va aller vers les influenceurs. Et notamment dans des pays anglophones, ils ont des influenceurs avec des millions et des millions d'utilisateurs. Enfin d'abonnés, pardon. Et ça, c'est très très efficace. Et en fait, si c'est bien exécuté, c'est même beaucoup plus efficace que la pub sur Meta. Donc ensuite, les flyers, ça c'est résiduel. Le SEO, évidemment, pour être bien référencé sur les réseaux sociaux, les relations presse, communiqués de presse, et éventuellement quelques publicités. Pour les publicités dans les magazines, on aura plutôt des personnes de plus de 50 ans. Alors voilà un exemple. Alors vous aurez sans doute une affiche comme ça dans le métro parisien d'ici peu, j'espère. Ce ne sera pas forcément celle-là. Mais pour vous montrer, on insiste énormément sur les valeurs. Liberté, égalité, fidélité, là c'est le slogan. On veut montrer qu'en gros on se démarque des autres parce que nous, on est sur une appli pour le mariage, voilà, et on fait la promotion de la fidélité. C'est indiqué qu'on est chrétien, mais c'est pas le truc le premier en avant. On n'a pas mis des croix partout. C'est volontaire. On veut pas faire peur aux gens. On veut tranquillement les reconnecter à ce projet-là et à ces valeurs-là. Donc après, j'explique en quoi il y a de la place, voilà, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, pourquoi les applications musulmanes qui marchent bien, applications mobiles, etc. Et il y a une place à prendre. Le besoin de financement, donc là, je divise la levée de fonds, donc marketing 65%, 25% pour les ressources humaines, type développeur, directeur marketing, community manager, etc. et d'autres charges de la boîte. Et alors ça, on l'a pris sur Internet. Donc Meuz, c'est l'application de rencontre musulmane, c'est Tinder musulman. Et vous pouvez voir qu'ils ont fait en fait assez, au bout d'un an, un an et demi, ils ont fait, 2 ans pardon, ils ont fait une première levée de fonds. Ils ont levé 2 millions directs. Et voilà, et après ils ont relevé 7 millions derrière. Voilà. Donc il faut qu'on lève beaucoup d'argent si on veut faire aussi bien. Là, ils sont 8 millions dans le monde entier, ce qui est monstrueux. Et donc voilà nos prochaines étapes. Donc la levée de fonds qui est en cours. On va commencer par le Royaume-Uni. Ensuite, on regarde d'autres pays européens, tranquillement, un par un, en mettant beaucoup de communication en marketing à chaque fois, parce que sinon ça ne marchera pas. Si les gens sont tout seuls, toujours pareil, ils vont faire des avis mauvais sur les réseaux, et c'est pas bon. Une deuxième levée qui arrive en janvier 2026, 5 millions d'euros. Et après, on part aux États-Unis et au Canada, où le marché est énorme. Mais les États-Unis et le Canada, il faut avoir les épaules vraiment solides. En fait, il faut mettre des millions d'euros de marketing, sinon vous n'avez aucune chance de craquer le game là-dedans. On a compris ça assez tard. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par l'Europe et ensuite aller aux États-Unis. On avait tendance à se dire, on va aux États-Unis direct, le marché est énorme, machin. Voilà, donc là, donc, les 3 fondateurs. Voilà, bon, c'est pas très. Je vous ai déjà expliqué un peu notre parcours à chacun. Ça, voilà, c'est plein d'exemples de mariages. Alors, oui, j'ai pas précisé, on fait à peu près 100 mariages par an. C'est l'estimation qu'on a faite. Donc, ça commence à être sérieux. Comment on estime ça? Par les faire-part qu'on reçoit, par les témoignages. Après, on fait un multiple. Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui nous en parlent pas. Parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas. Ils oublient de le faire. Et on pense à peu près 100 par an. Donc pourquoi investir? Ça, c'est pour moi qui viens d'investir. Donc on va expliquer les 700 000 d'intention. Et alors, l'exit possible, c'est que c'est facile de revendre ses parts lors de la levée de fonds d'après. Souvent, on va avoir un gros business angel, un fonds qui va racheter un peu les actions de tout le monde. Voilà. Après, on a fait une petite vidéo que je ne vais pas vous montrer là, mais qui pour pousser les gens à s'intéresser au projet et à investir. Voilà.